Margareta, c'est un portrait qu'a fait Van Eyck en 1439, parce qu'elle a écrit au dos du tableau « Mon époux Yann a achevé de me peindre en l'an 1439, le 17 juin. J'avais 33 ans. » J'ai passé des semaines, des mois à vivre en compagnie de Margareta, ne sachant comment l'approcher, comment l'apercevoir. Et je dois dire que je reconnais un grand génie à Van Eyck pour avoir réussi dans ce tableau à y incarner un mystère immense. C'est-à-dire chaque jour ou chaque semaine où j'essayais de la contempler ou de percevoir quelque chose de ce personnage, selon l'humeur dans laquelle j'étais, selon la saison à laquelle je la regardais, elle me disait des choses différentes. Donc il a essayé, il me semble, de peindre l'énigme de la nature humaine au travers de ce portrait. Et on a cette double sensation qu'elle soit infiniment présente et en même temps infiniment lointaine, donc presque insaisissable. Et d'arriver à peindre ça sur une petite toile avec 3 poils de martre au bout d'un pinceau, c'est quand même quelque chose d'assez merveilleux. À force de réfléchir à ce portrait, je me demandais comment j'allais pouvoir rendre hommage à Margareta, comment inventer ma propre Margareta. Et bien évidemment, il serait aisé de très rapidement, de par sa coiffe de l'époque avec ses 2 petites cornettes, j'ai retrouvé dans l'histoire de l'art des divinités féminines primordiales qui étaient les déesses de la fertilité, de la fécondité, qui représentait cette vie éternelle, et notamment Astorée, qui était la déesse phénicienne, qui avait une tête de taureau dont les cornes évoquaient un croissant lunaire. Donc bien évidemment qu'on pense à tout ça quand on regarde Margareta, d'où le caractère belliqueux. Donc je me suis intéressée plutôt à la partie éternelle, immatérielle, de ce mystère vivant du portrait et de cette âme, donc du souffle. Et où est le souffle dans cette figure? Tout à coup, je me suis rendu compte que dans la coiffe de Margareta, il y avait une pensée labyrinthique absolument extraordinaire. C'est-à-dire Van Eyck a vraiment, pendant des semaines et des mois, avec un petit pinceau, su se perdre et peindre dans la dentelle de cette coiffe une figure labyrinthique. Et bon, on sait que la figure labyrinthique est un sujet qui intéresse l'histoire de l'art depuis la nuit des temps. Et est-ce que Van Eyck s'est pris pour Thésée, ce mortel luttant avec un animal fabuleux, qui est donc son épouse, qui serait le Minotaure? Alors évidemment, on a l'imaginaire qui s'en va là-dessus. Donc je me suis dit que le sujet du labyrinthe était une expérience fantastique pour moi, pour remettre aussi en cause toutes mes connaissances de la peinture, oublier tout ce que je crois savoir, oublier les automatismes, m'oublier moi-même et essayer de vivre, d'aller vers cet inconnu et me perdre moi-même dans un labyrinthe et voir ce qui se passe. Donc faire l'expérience du labyrinthe avec mon corps, avec mon esprit sur la toile. Donc j'ai pris mon pinceau et j'ai tenté de me baigner, de me laisser pénétrer, de me laisser transporter dans ces méandres. Donc j'ai commencé à faire des dessins de cette coiffe, de cette pensée labyrinthique. Et bien évidemment qu'on retrouve tout un tas de formes de la nature. On est presque dans les circonvolutions des cervicales, des méandres du cerveau, donc on rentre vraiment
dans une matière vivante de l'esprit de Margaretha. Donc je me suis perdue, comme Van Eyck s'est perdu dans la coiffe de son épouse, je me suis perdue dans ce dédale d'inconnu, obscur. Et puis je me suis rendu compte aussi que finalement, j'avais envie de vivre cette expérience de création comme un jeu magique, ludique. Comment libérer son esprit, comment se libérer, eh bien, en se perdant, en plongeant corps et âme au cœur de ces mutations, au cœur de ce méandre. Et il y a une sorte de fini, infini qui s'opère, puisqu'on rentre dans un univers qui n'en finit pas de méandres, et on ne sait plus d'où on vient, et on ne sait plus où on va, et on ne sait plus qui on est, et on ne fait que des rencontres incroyables. Donc, ce sujet m'a permis de ne pas avoir peur du risque. En faisant cette expérience, je ne sais pas pourquoi, mais je pensais au désarroi de Pollock quand il était malheureux et qui se perdait dans l'alcool et avec une certaine ivresse avec sa bouteille de Bourbon. Et il avait fait ces expériences avec ses drippings de pensée labyrinthique, de ces drippings aléatoires qui créent des schémas labyrinthiques. Et il hurlait, parce qu'il avait peur qu'on ne le comprenne pas, je ne suis pas un imposteur. Et je pense à lui, parce qu'effectivement, quand on va vers ce genre d'expérience, où tout à coup on laisse, on rentre dans une certaine forme d'aléatoire, où on se perd dans une écriture d'un écoulement plus naturel, et on met la pensée résonante de côté, on est toujours inquiet de penser que les autres vont croire que c'est quelque chose de trop facile peut-être. Après les dessins, j'ai commencé à utiliser mes pinceaux et à rentrer dans ces méandres, dans ces entrelacs, dans ces respirations tortueuses, dans cette complexité. Il y a comme un rapport amoureux des formes qui s'entrelacent et qui n'arrivent pas à se quitter, et au contraire qui aiment se rapprocher. Là, il y a, dans le méandre, il y a un grand mystère qui me fascine là-dedans. C'est comme une nécessité à se lier pour créer un corpus vivant. Mais il y a aussi, dans l'acte de peindre, une véritable jubilation devant une possible rencontre des souffles qui se frôlent, qui se soutiennent, mais qui ne se rencontrent jamais. Voilà, c'est toute une rêverie poétique qui est fascinante. Et ce que j'ai ressenti aussi au travers la vie en vivant avec mon corps et mon esprit, parce que j'étais donc sur la toile pour vivre ce labyrinthe, c'est que en vivant ces détours, en vivant ce parcours sinueux, il y a un rituel purificateur. Et en même temps purificateur, et en même temps le sentiment d'une régénérescence, c'est-à-dire comme si on quittait un fardeau qui est le fardeau de ce qu'on croit être, et tout à coup on se baigne dans une manifestation tout autre, et on retrouve
peut-être quelque chose de la racine de l'existant dans cette grande respiration tortueuse. Est-ce que il me semble qu'on retrouve un langage universel en se libérant de toutes les contraintes de la pensée résonante. Au départ, j'étais partie dans des dynamiques de traits noirs, parce que pendant 30 ans, j'ai travaillé le noir, et le vieux maître m'avait enseigné, il m'avait poussé à percevoir toutes les gammes de la lumière et de la perception de la lumière, du spectre de la lumière, au travers de la vie du noir de charbon jusqu'au noir. Et là, au bout de 30 ans de pratique, je me suis dit, est-ce que cette aventure de Margareta et sa pensée labyrinthique, est-ce que c'est pas le moment de faire une grande révolution dans ma peinture et de, petit à petit, tout naturellement, dans mes traits, j'ai été vers les blancs volants, puisque j'essayais d'aller vers les blancs de la coiffe de Margareta, c'est-à-dire ces moments où le souffle effleure à peine le papier et on n'a presque que l'esprit du souffle ou la quintessence ou on le voit sans le voir, enfin on va vers une expression presque insaisissable du souffle. Et là je me suis dit, est-ce que je ne vais pas tenter pour ce tableau de Margareta de passer aux encres blanches. J'ai décidé d'utiliser le blanc de titane, qui est très présent dans les corps terrestres, et qui vient de la pierre à chaud. C'est un pigment blanc cristallin, très hydrophile, et qui se disperse magnifiquement. Donc j'aime sa densité physique, sa dureté. Donc j'ai eu un mal infini à trouver une écriture blanche après avoir travaillé pendant 30 ans l'écriture noire. J'ai même cru que c'était impossible. J'ai énormément détruit. J'ai été très malheureuse parce qu'en fait, au départ, quand j'ai sorti le blanc de titane du pot, il était blanc inhumain, enfin, sans vie, et il ne reflétait rien de la couleur de la lumière. Donc il a fallu que je trouve une alchimie très particulière, que je trouve une intensité, une épaisseur avec mes pigments pour rendre un certain relief dans l'encre tout en sauvegardant les transparences de la vie. Et c'est en fait Van Eyck et Margareta qui m'ont enseigné ça, puisque les maîtres flamands sont les inventeurs des glacis, c'est-à-dire que lui aussi est parti d'un blanc très très pur au départ et a monté en couches de succession de couleurs très fines, de vernis avec des pigments d'ocre, de brun, d'ombre naturelle, ce qui donne la profondeur et ce qui révèle, ce qui renvoie la lumière. Seulement là, moi, c'était excessivement difficile parce que j'étais dans une expression vitale, une saisie immédiate de mon trait. Et il a fallu que j'invente une technique comme celle des maîtres flamands pour aller nourrir tout l'intérieur de mon trait, aller mettre des glacis à l'intérieur des crevasses des reliefs de la matière qui tout à coup ont révélé l'architecture du souffle, l'ossature du souffle, ce que je n'avais jamais réussi à faire auparavant.
Et tout à coup, quand la lumière arrive et vient se réfracter là-dedans, elle vous renvoie mille et une lumières, parce que le blanc, le noir captait la lumière, mais le blanc renvoie les lumières, tout le spectre de lumière. Et là, selon la lumière du jour, on perçoit des ocres, des jaunes, des bleus. Enfin, c'est tout à coup une perception d'une richesse infinie. Voilà ma Margareta.